Merci beaucoup, Christophe. Merci pour cet accueil musical et donc rebonjour à tous pour cette masterclass de De Vinci Executive Education. C'est un peu le rendez-vous du matin. Voilà, ça fait maintenant la deuxième fois qu'on fait ça, à peu près une fois par mois. Donc, on ne va pas vous garder très longtemps. Vous en faites pas. On va essayer de rester 45 minutes, une heure maximum ensemble. Le sujet de cette masterclass, ce sont donc les nouveaux métiers du marketing digital. Et pour échanger autour de cette évolution, de cette accélération, nous avons deux invités prestigieux que certains d'entre vous connaissent déjà. Il s'agit de Christophe Danet. Bonjour Christophe. Bonjour Louis, bonjour à tous. Et de Bertrand Jonquois. Salut Bertrand. Salut Louis, bonjour à tous. Alors, pour vous présenter, c'est le cas au sein du pôle de Vinci, on a beaucoup d'enseignants qui sont en fait des professionnels, donc qui n'ont pas l'enseignement comme activité unique et principale. C'est votre cas, Christophe et Bertrand, puisque ça fait maintenant de longues années, plusieurs années que vous êtes sur le marché. Toi, Christophe, donc tu es responsable de l'axe communication digitale et business de l'IIM Digital School, Oui. qui est donc une des 4 écoles du pôle de Vinci, qui fait de la formation initiale de la première à la cinquième année. Euh, Toi, tu formes quel type de professionnel à l'IM? Alors, nous, on touche tout ce qui touche au marketing digital et à la communication numérique dans sa plus large combinaison, parce qu'en fait, c'est un monde assez sans couture. Donc, ça va du traffic manager jusqu'à au gros hacker ou web analyst ou social media manager ou trader digital. Qui sont des métiers toujours en vogue aujourd'hui. Donc, beaucoup de différents profils et avec beaucoup de qualités distinctes au sein de 3 masters, parce que j'ai 3 masters et un bachelor en direction. Donc, bon, juste pour donner les 3 masters, donc tu en as un en social media. Alors, j'en ai un qui s'appelle Stratégie social media et influence, qui s'oriente plus sur tout ce qui est community management, social media, production digitale aussi pas mal, et pas mal de trading aussi. J'en ai un autre qui s'appelle Stratégie Business, qui est plutôt orienté sur la partie e-commerce avec un DSP autour du growth hacking et de la data. Et le troisième qui est plus généraliste, qui lui va s'adresser à des populations d'étudiants qui veulent faire un parcours en spécialisation en marketing digital et communication, s'appelle MCD, et qui lui, voilà, on n'a pas besoin d'avoir un background digital pour faire du digital. C'est des choses qui peuvent s'apprendre dès le premier niveau de master. Merci Christophe. Et bon, la transition est toute faite avec Bertrand, qui donc lui aussi est responsable donc d'un programme hein, au sein de l'EMLV, l'école de management Léonard de Vinci. Et c'est un programme qui justement est joint avec l'IM en data analytics. C'est ça, Bertrand? Exactement, c'est ce qu'on appelle un double diplôme. Donc ça veut dire que les étudiants qui rentrent chez nous en bac+4 et bac+5 pour 2 années d'études vont être formés à la fois par l'EMLV et par l'IM et obtiendront à la fin de cette formation un double diplôme, un diplôme de la communication digitale, titre RNCP de l'IM et puis le grade master de l'EMLV. Donc ça en fait, disons, des managers de la data. Moi, c'est ça que j'aime bien dire en termes de formation, parce que le master s'appelle Digital Marketing et Data Analytics. Donc, ça veut dire qu'on les forme à faire par eux-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment une action, disons, plus pratique. Hein. On utilise les outils, les plateformes, on sait utiliser les plateformes. Donc, on apprend à faire dans le digital. On apprend aussi à faire faire. Donc, il y a aussi manager à l'ère du digital. Qu'est-ce que ça veut dire manager dans un environnement de plus en plus complexe, de plus en plus international, de plus en plus en télétravail, hein, donc c'est des nouvelles formes de management. Et puis il y a une constante qui est aussi une constante importante, qui est le savoir-être. Hein, donc comment être en entreprise. Et tout ça fait qu'à la fin, on a des étudiants bac+5 qui sont a priori des managers de la data. Voilà, grosso modo, la façon dont on peut le présenter rapidement. Merci Bertrand et tu en parleras à la fin de cette conférence, mais tu as lancé un podcast qui s'appelle Le Gagne-Pain, Ne pas le qui est cacher. voilà. Donc pour ceux qui nous suivent sur Zoom, donc vous avez les références dans ce podcast, mais tu nous en parleras à la fin et ça tombe bien parce que c'est justement en lien Avec plaisir. avec notre sujet des métiers digitales. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Louis Duroul et je suis directeur pédagogique du MBA MCI.
le MBA Marketing Digital de De Vinci Executive Education, une des 4 écoles du pôle De Vinci. Et donc, on fait de l'Executive Education, c'est-à-dire de la formation continue, et on s'adresse plutôt à des professionnels qui ont déjà quelques expériences, pas forcément dans la communication et le marketing, également en reconversion, qui cherchent à faire du marketing digital et du e-commerce leur métier. Voilà pour ces présentations, et je vois que on a des nouveaux spectateurs qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, bonjour à tous. Alors, vous pouvez bien sûr échanger avec nous. Vous avez sur votre interface Zoom donc une barre des tâches sur laquelle vous avez 2 petites bulles qui se superposent, Q&R, donc questions et réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions directement dans cette interface et ça va s'afficher sur nos écrans. Et donc, n'hésitez pas vraiment à intervenir, poser vos questions pendant tout au long de ce webinaire, et Christophe, Bertrand et moi les verrons. Bon, entrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi on a voulu faire cette masterclass? Parce que je pense que ça n'a échappé à personne que depuis quelques mois, on va dire plutôt la fin 2022, l'arrivée explosive des IA génératives, au premier rang desquelles ChatGPT est en train de révolutionner nos métiers. Alors, avant de révolutionner le métier, on va dire toutes nos pratiques professionnelles. Donc, les IA génératives, vous voyez exactement ce que c'est. ChatGPT, donc vous faites une requête, un prompt à ChatGPT pour lui poser des questions, mais c'est même pas des questions, c'est lui demander un résultat, un livrable, et vous avez un échange qui se crée avec ChatGPT. Vous pouvez créer des stratégies marketing avec ChatGPT, mais c'est également le cas dans le graphisme avec Midjourney, avec DALL-E, mais également dans le son, dans l'audio, dans le montage vidéo. Donc, les IA génératives, si elles ne sont pas nouvelles, c'est le fait qu'elles se démocratisent et qu'elles soient accessibles au plus grand nombre qui change complètement nos métiers. Il n'y a pas que les IA. On va en parler aussi. Il y a le no-code également qui développe beaucoup. Alors justement, développe sans mauvais jeu de mots. C'est le no-code, le fait de pouvoir, sans avoir de base de code, réaliser des applications, des sites en drag and drop, avec des interfaces très simples d'accès pour des résultats quasi professionnels. Et puis, ça fera plaisir à Bertrand, dans la data également, on a des outils de data vise, la data visualisation, c'est-à-dire les outils qui permettent de récupérer des données brutes et ensuite de pouvoir les mettre en forme pour les rendre les plus lisibles, les plus compréhensibles possibles en tant qu'outil à la décision. Donc, on voit qu'en fait, la révolution est d'abord tech, c'est d'abord des outils digitaux qui viennent transformer donc nos métiers et nos pratiques professionnelles. Mais la question, hein, c'est de se dire, mais est-ce que finalement l'humain ne va pas disparaître, Christophe? Parce qu'on voit des outils de partout, on voit des IA de partout, mais est-ce qu'on parle d'humain? Est-ce que on va disparaître? Je dis, ben, pas nous, les humains, on n'est pas dans Terminator, mais est-ce que nos métiers, tu vois, les métiers, on va dire, de la communication et du marketing, chargé de communication, chargé de marketing, tu vois, avant d'aller dans des métiers très spécialisés, est-ce qu'on va dire ce premier niveau de généraliste de la com et du marketing est sous tension? Sous tension, certainement. C'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit sur toutes ces nouvelles technologies, on voit quand même un effet où tout le monde est en train de fantasmer sur la disparition de l'intelligence humaine, quand il y en a, bien sûr. Mais en fait, non, pas du tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est plus que central dans cette organisation. Après, ça va dépendre comment on va l'utiliser. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on se positionne au centre de l'écosystème. Donc, en fait, même une stratégie digitale avec tous les outils, et ça fait plus de 30 ans qu'on a des outils, on n'en est pas à notre première révolution. Moi, je parlais plutôt d'évolution que de révolution. On en a connu plein. L'arrivée tu vois, par exemple, de WordPress, par exemple, a été déjà une révolution en soi, hein, permettre à donner accessible à des gens qui ne connaissaient pas le HTML, le langage, à faire des blogs, des articles, etc. Donc, à rentrer dans une autre logique que celle initialement faite par ceux qui avaient un profil plutôt informatique. Donc, non, je pense qu'au contraire, il y a une position. En fait, là, il y a plein de questions qui se posent, ce qui est normal, parce qu'on est dans la phase d'enthousiasme où tout le monde dit beaucoup de choses et parfois n'importe quoi. Donc, il va y avoir une phase de désillusion, hein, comme le dit souvent les courbes de Gardner, avant de retrouver un mode opératoire qui soit plus consensuel, puisqu'on va rentrer aussi dans une phase de normalisation, de légalisation,
de gestion de l'ensemble de ces éléments-là. Mais la première phase que l'on est en train de vivre, qui est la phase la plus excitante, hein, finalement, moi ça fait 30 ans, à chaque fois ces phases-là, elles sont absolument fantastiques, c'est on se projette dans un nouveau monde qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qu'on a fait depuis une trentaine d'années. À l'époque, il y avait un outil qui s'appelait Lead Server, qui permettait de programmer des campagnes publicitaires. C'était révolutionnaire. À l'époque, c'était waouh, c'était génial. On se disait que on allait tout changer. Aujourd'hui, c'est devenu la base, le commun, le truc qu'on n'est même plus prêt de payer parce qu'en fait, c'est déjà présent dans tous les outils. Donc, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, l'IA va subir ce genre de fonctionnement. Donc, je pense que oui, il va y avoir une forme de normalisation, mais pour l'instant, moi, je ne crois pas à la disparition de l'homme. Enfin, sauf si on fait des conneries avec autre chose, quoi, tu vois. Bertrand, dans la continuité de ce que disait Christophe, si l'humain, en tout cas si nos métiers restent au cœur de ces stratégies, est-ce que finalement on est condamné à apprendre à utiliser des outils et à piloter ces outils? Est-ce que c'est ça finalement l'avenir de nos métiers? Ouais, je pense qu'une des caractéristiques qu'on retrouve à peu près partout dans les différents métiers, c'est la curiosité, hein. Dans les métiers du digital, je parle, c'est la curiosité. Donc pour moi, ça fait partie de ces éléments-là. Il faut être curieux, il faut découvrir les choses qui arrivent, les nouveautés, il faut les intégrer, il faut les mettre en place dans son métier, dans sa façon de travailler. Donc on est dans ce sujet-là, c'est-à-dire comment on va réinventer son métier régulièrement, comme l'a dit Christophe, hein. Il y a eu des réinventions de métiers régulières et comment l'intelligence artificielle générative va pouvoir nous accompagner pour réinventer un métier qu'on fait déjà. Moi, j'aimerais aussi repositionner tout ce qui concerne l'intelligence artificielle sur le fait que elle existe déjà, elle est déjà très très utilisée dans les métiers déjà depuis longtemps. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette intelligence artificielle générative parce qu'elle est spectaculaire et qu'elle s'adresse au plus grand nombre. Mais dans le podcast dont on parlait tout à l'heure, on a déjà interrogé pas mal de data scientists ou d'ingénieurs de la data et tous disent, bah voilà, ils utilisent l'intelligence artificielle tous les jours pour gérer des énormes masses de données parce que c'est aussi un des sujets. Quand on va travailler sur le digital, on va avoir des grosses gestions de données et ces gestions de données, elles sont la grande majorité des cas gérées par l'intelligence artificielle. Donc je crois pas qu'il y ait de peur à avoir. C'est déjà quelque chose que beaucoup de métiers maîtrisent, que beaucoup de responsables pro maîtrisent dans leur métier. Donc, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Il faut juste, encore une fois, être curieux et intégrer cette nouveauté. Alors, Bertrand, il n'y a peut-être pas effectivement de peur à avoir, mais il y a quand même une certaine obsolescence, alors plus ou moins programmée, de la façon dont on pratique certains métiers. Je parlais tout à l'heure du premier niveau, hein, des chargés de communication, chargés de marketing sont des généralistes. Ouais. Bon, ben, dans leur fonction, il y a notamment la création de contenu, hein, ce sont des content creators. Bon, bah, quand on est copywriter, donc rédacteur, ou quand on est graphiste, quand on voit que le ticket d'entrée, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser quelque chose de qualité professionnelle est de plus en plus bas grâce à ces outils, bah, forcément, ça amène une remise en cause à la façon dont on pratique son métier. Est-ce que, Christophe, cette remise en cause, elle est notamment sur les tâches, tu vois, donc le temps et l'énergie qu'on va consacrer à certaines tâches? Est-ce qu'il faut se dire que ben, le fait qu'on va intégrer les IA dans nos propres processus, dans nos propres fonctionnements quotidiens, va dégager du temps pour faire autre chose? Et si oui, quelle est cette autre chose? Alors, bien sûr que oui, en fait, il y a beaucoup de tâches dans le digital qui étaient rébarbatives et pas toujours très passionnantes. La gestion de rapports, l'analyse de données. Finalement, dans l'analyse, on passait parfois plus de temps à analyser une information qu'en tirer des conclusions pour action. Et en fait, alors ce qui est l'inverse qui est important, c'est de tirer l'intérêt d'un job dans le web analytique c'est de dire bah, quelle est ma cible, qu'est-ce que je vais en faire et comment je vais réussir à toucher ces gens-là en marketing. Donc en fait, il y a cette évolution, elle est normale et logique. Oui, il y a de l'obsolescence. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir la pression parce qu'en ce moment, je crois, si j'en regarde mon fil X, parce qu'on dit plus Twitter depuis hier soir, il est clair que j'ai à peu près une dizaine de prompts sur ChatGPT, sur Midjourney, etc. Donc, on voit qu'on se dit, oulala, on a la pression, en fait. On a un peu ce sentiment-là, est-ce que je vais avoir le temps? Oui, on va avoir le temps pour nous, je pense, d'assimiler ces technologies. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est
l'intégration, c'est-à-dire les entreprises aujourd'hui, elles intègrent, mais elles intègrent petit à petit. Je vois au regard du digital, il y a 30 ans, il y avait très peu d'entreprises qui se mettaient au digital. C'est venu petit à petit. Il a fallu quand même une trentaine d'années avant qu'on y arrive. Donc, en fait, aujourd'hui, que ce soit sur l'IA, tu vois, il y a à peu près 70% des entreprises qui prévoient d'utiliser l'IA. C'est la même chose sur les données. Et pourtant, on se dit, ça fait un moment qu'on bassine les oreilles des directeurs marketing sur le sujet. Donc, il y a un vrai focus là-dessus. Mais l'entreprise, elle a met du temps à changer. Donc, ça, c'est super important. Donc, dès qu'ils ont compris l'enjeu, c'est toute la transformation de l'entreprise qui est corollaire. Donc, oui, il y a des métiers qui évoluent en permanence, il y a des métiers qui disparaissent ou qui changent de spectre. Tu parlais, par exemple, des copywriters. Les copywriters, oui, aujourd'hui, écrire des articles de blog, oui, ça peut être un métier, quoique. Producteur de contenu est plutôt intéressant. Bah, un copywriter va devenir un copy video writer, puisqu'évidemment, il va pouvoir faire autre chose que de faire du simple texte. Il va pouvoir rentrer dans la vidéo. Il va pouvoir être vraiment multimédia et Oui, je veux dire, rentrer dans tu veux dire, d'autres. c'est l'évolution en fait logique hein, de ce type de métier, c'est plutôt de se déspécialiser, c'est d'élargir sa palette. Alors, c'est pas C'est se ça? déspécialiser, je vais utiliser un terme, c'est en fait, on va arriver avec les IA en particulier sur une logique de job augmenté. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir le faire plus vite, plus rapidement et donc aller plus à l'essentiel et détacher tout ce qui est répétitif, qui finalement est peut-être intéressant au début pour bien comprendre le sujet, mais qui n'est pas du tout pertinent sur une longue carrière. C'est-à-dire, en fait, on a envie de faire des trucs qu'on aime, etc. C'est chiant de remplir des tableurs Excel. On est d'accord, hein. Il n'y a pas une personne qui va te dire, mon job, c'est de remplir des tableurs Excel. Ça n'a aucun sens. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de te parler des sujets qui sont vraiment chauds, brûlants. Donc moi, je pense que j'aurais parlé d'augmenter finalement un peu comme ça. C'est que ces technologies-là vont nous permettre d'en faire beaucoup plus en même temps, finalement. Il y a un peu de ça. Bertrand, là aussi pour aller dans le sens, ou peut-être tu peux dire hein, si t'es pas d'accord avec Christophe, là on était sur, donc je Comment? disais, hein, les métiers généralistes. Donc on voit qu'en fait, il n'y a pas de nouveaux métiers, en tout cas dans cette première catégorie de généralistes qui se crée. Par contre, il y a des évolutions à l'intérieur de ces métiers. Est-ce que toi, Bertrand, et notamment via ton podcast, tu vois des nouveaux métiers qui se créent sous l'effet justement de l'accélération de ces outils digitaux? Ouais, je pense que une des choses dont tu as parlé tout à l'heure qui me semble capitale à comprendre, c'est l'augmentation de la data qu'on gère. Donc ça, c'est ce qu'évoquait Christophe quand il parlait de fichiers Excel, et je suis entièrement d'accord avec lui. Personne n'a envie de faire que ça de sa journée, de remplir des fichiers Excel. Bon, maintenant, on est passé à des volumes de données qui rentrent plus dans les fichiers Excel, hein. Donc ça veut dire qu'on est à des centaines de milliers de lignes. Et dans certains épisodes du podcast, les data scientists qu'on interroge, ils gèrent des millions de lignes. Donc ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans une capacité à rentrer ça, par exemple, dans un fichier Excel. Et c'est ça qui va devenir intéressant, et c'est là où on rejoint un peu la discussion qu'on avait sur l'intelligence artificielle, c'est que pour faire parler ces chiffres, hein, pour les comprendre, pour les analyser, pour en tirer quelque chose d'intéressant, pour en faire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, une data visualisation, pour comprendre ce que veulent dire ces données et en saisir le sens, et puis évidemment avoir des actions pour développer son activité, comprendre son business, lancer une nouvelle gamme de produits, j'en sais rien. Bon, donc là, on a besoin de gérer des volumes de données qui sont de plus en plus importants, et ça c'est logique puisque on parle de métiers du numérique, de métiers sur le digital, donc on a des données qui nous viennent des connexions Internet, des fichiers clients, enfin voilà, on a tout un tas d'informations qui s'accumulent et qui permettent de gérer beaucoup de données. Donc je pense que le premier sujet pour moi, il est lié à cet accroissement incroyable du volume de données et de ces métiers qui se créent autour de la gestion de la donnée, parce que il y a tout un tas de métiers qui n'existaient pas. Je pense, on a cité le mot, mais data visualisation, c'est un sujet. Comment est-ce que je rends visible tout un tas de données et comment je la rends compréhensible, et comment, grosso modo, je permets à mon comité de direction de comprendre quelque chose, hein, pour Hmm. prendre une décision. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants, et ça se décline dans plein de métiers. Donc si vous êtes intéressé pour aller un peu plus loin là-dessus, on a un très bon épisode chez Criteo, comment je gère de la donnée pour
générer de la publicité la plus pertinente possible, comment chez SNCF Connect, avec une data scientist, on essaie de comprendre les comportements des utilisateurs de la SNCF pour essayer d'en tirer le meilleur. Il y avait par exemple une étude qui est citée là-dedans que j'ai trouvé très intéressante, c'est comment je comprends qui sont les utilisateurs de la première classe à la SNCF, voilà. Et qu'est-ce que je peux en tirer comme information et comment je peux, voilà. Donc là, on voit bien que, évidemment, on a des millions d'utilisateurs. Je crois que le nombre de billets vendus par la SNCF, c'est plusieurs stades de France par jour. Hein, donc forcément, il y a beaucoup de données. Et donc, comment j'arrive à sortir cette donnée, comment j'arrive à la rendre intelligible, et puis évidemment, comment j'utilise des outils pour m'aider, parce que je vais pas m'amuser à compter avec mes petits doigts toutes ces données. Il va bien falloir que j'utilise des outils qui vont me permettre de bien la comprendre. Et ces outils, c'est évidemment déjà le machine learning, l'intelligence artificielle, hein, pour faire simple, pour essayer de comprendre. Donc je crois que vraiment, en tout cas, moi, c'est ce que je mettrais en numéro 1, parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est lié au fait qu'on a de plus en plus de données, et donc il nous faut des outils pour gérer ces données. Merci Bertrand. Alors pour bien replacer hein, en tout cas, on va dire notre discours hein, par rapport à tous les métiers du digital. Nous, on n'est pas en train de vous parler des métiers de la tech, du développement web, ou même tu vois de la data science qui est plutôt du côté des ingénieurs. Nous, on est vraiment sur le marketing digital, la communication, le marketing digital. Donc, on va pas dire que nous allons développer des nouveaux outils, des nouvelles IA, etc. C'est pas notre objet. En tout cas, pas dans cette masterclass et pas dans les formations d'ailleurs que nous gérons Christophe et Bertrand. Par contre, oui, on va être sur les premiers utilisateurs, en tout cas ceux qui vont avoir ce panorama d'outils à disposition. Et un mot que tu as utilisé, Bertrand, c'est la décision, hein, notamment autour de la data. C'est à quoi ça sert finalement Clairement. d'extraire la data et d'analyser la data, c'est prendre des décisions. Des décisions. Pourquoi? Pour l'activité, pour le business. Et Christophe, en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas sur les 30 dernières années d'accélération digitale, maintenant, il y a très peu d'acteurs, privés ou publics, qui prennent des décisions parce qu'ils ont mis leur doigt sur la langue et ils regardent dans quel sens va le vent. On est toujours sur analyse de données, enfin c'est rationaliser la prise de décision, Christophe. Donc, nos métiers, en fait, ils sont au cœur de ça. Ils sont au cœur de la stratégie de l'entreprise. Oui, moi, j'aime. Oui, c'est vrai. Après, ça ne veut pas dire pour autant que le côté humain n'est pas présent et l'intuitif n'est pas présent. Il y en a encore quelques-uns qui on n'est pas dirigé par des dashboards, que des dashboards. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a le premier, c'est vrai que ça a concerné beaucoup les grosses entreprises. Et c'est vrai que les TPE, PME aujourd'hui sont encore dans une phase de découverte de ce genre d'éléments. Tu vois, par exemple, c'est elle qui aujourd'hui s'intéresse le plus au no-code. Tu vois, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus accessible, c'est plus rapide. Tu vois, un entrepreneur qui a une cinquantaine de salariés, il n'a pas forcément un service informatique hyper développé. Il y a peut-être quelqu'un chez lui qui va être un peu geek sur les bords, et puis qui va se lancer dans le no-code et qui vont créer tout le site à travers des Figma, des Webflow, etc. Mais Donc, c'est en une fait, question de coût aussi, Christophe, parce que il y a aussi une question de coût, bien sûr. ouais, c'est que Tu as c'est moins raison. cher, forcément. C'est que Oui, parce que de toute aujourd'hui, façon, c'est ça, tu fais la même chose aujourd'hui que ce que tu pouvais faire il y a 10 ans, sauf que les coûts ont été divisés peut-être par 10. Je parle oui, d'un site web, hein, oui, par bien exemple. sûr. Alors, sur un site web, c'est sûr et certain. Et en plus, il n'y a pas que le site web, il y a aussi, tu vois, le fonctionnement audio, enfin, tu vois, le chatbot, tu vois, enfin, tous ces éléments qui étaient, entre guillemets, accessibles qu'aux grandes entreprises parce qu'elles avaient les moyens de le faire, elles avaient des moyens de se payer pas mal de monde. Aujourd'hui, ça se démocratise largement dans le tissu économique, que ce soit national ou international. Donc ça, c'est super important parce qu'en fait, derrière, on peut avoir occupé un fonction de web analyste dans une TPE-PME, ça n'a pas la même définition de poste que dans une grande boîte, chez Danone ou chez EDF, par exemple. Tu vois. Donc, il y a aujourd'hui un stretching aussi de ces métiers en fonction de la taille de l'entreprise. Moi, j'insiste souvent là-dessus, souvent quand on a beaucoup d'alternants, tu sais, dans nos formations, faire un job en start-up qui demande d'être plutôt couteau suisse, donc de savoir faire plein de choses, y compris ce que vous ne savez pas faire, ce n'est pas la même chose que d'être missionné dans un grand groupe où le cadre va être bien défini. Donc, il y a aussi cette dimension
de taille de volume d'entreprise qui est assez importante. Alors, attends, voilà, Christophe, donc là, ce que tu es en train de oui, nous dire, c'est qu'en gros, pour le même intitulé de métier, oui, tu vas avoir des tâches, des quotidiens professionnels différents selon oui. la taille de l'entreprise dans laquelle tu seras. Complètement, complètement. Quelqu'un qui, dans une TPE, PME, qui veut par exemple sur un site e-commerce, va être sur une petite boîte, va être habilité à la fois gérer le site, gérer toute la gestion de produits, le merchandising en ligne, jusqu'à voire même de la logistique, alors que et jusqu'à l'achat d'espace sur les réseaux sociaux, etc. Alors que quand on est dans un grand groupe, on est plutôt cloisonné dans un univers structuré, organisé, bien sûr, où en fait, vous allez produire du contenu pour les réseaux sociaux, basta. Alors que dans une petite boîte, vous allez faire le shooting, vous allez faire la vidéo du boss, vous allez l'interviewer. Et ça, c'est vachement important. Donc, en fait, il y a effectivement un stretching aussi sur les tailles d'entreprise. C'est vrai qu'on n'insiste pas souvent là-dessus, mais moi, je crois beaucoup à ça. Et qu'un même métier peut cacher plusieurs diversités. Entièrement Euh, d'accord. Je peux rajouter quelque chose Bien sûr, là-dessus, vas-y, Christophe. évidemment. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. L'intitulé du métier, c'est pas le plus important. C'est un cadre, mais évidemment, l'endroit où on le fait, c'est très important. Et tu as raison d'insister sur la taille de l'entreprise. Ça a un impact vraiment fort. Je dirais que le secteur aussi a un impact, hein. Donc, on le sait bien dans nos métiers, notamment quand on parle de communication. Si on est chez l'annonceur, si on est chez le prestataire ou si on est en agence, bah, c'est pas la même chose, hein. Et pourtant, parfois, les intitulés sont les mêmes. Donc là, il y a aussi vraiment une bonne compréhension. Le métier, c'est pas juste le titre. Le métier, c'est l'entreprise, la taille de l'entreprise, comme le disait Christophe. Je pense que c'est effectivement capital. Et puis le secteur dans lequel on est. Ça peut avoir un impact très fort en fonction du secteur. Bon, vous avez vu que jusqu'à présent, hein, ça fait voilà, un peu plus de la moitié de ce webinaire qui vient de se passer et que Déjà, nous sommes ensemble. Ouais, et c'est très bien. On vous a finalement pas trop parlé de métier. Oui, mais attendez, ils font une masterclass sur les nouveaux métiers du marketing digital et finalement, ils ne nous parlent pas trop de métiers. Parce que finalement, il n'y a pas tant de métiers, de nouveaux métiers, hein, c'est-à-dire de création de métiers. C'est, comme le disaient Christophe et Bertrand, une augmentation des métiers, donc en fait un changement, un élargissement des périmètres de ces métiers. Et euh, comme finalement les intitulés de métiers sont parfois pas forcément très justes ou corrects et dépendent soit de l'activité de l'entreprise, mais soit aussi des missions qui vont demander à ce métier, et ben, il faut plutôt regarder quels sont le contenu de ces fiches de poste et comment sont délimitées les missions pour comprendre. Malgré tout, on va faire une dichotomie entre les métiers dits généralistes et les métiers spécialisés. Donc, ceux qu'on va approfondir parce qu'on cherche à devenir, par exemple, un expert, je ne sais pas, du SEO, un expert de la création de contenu vidéo, du traffic management, etc., etc. Donc, sur les métiers généralistes, vous l'avez bien compris, il faut soit se remettre à niveau si on exerce déjà ce métier, et ça passe par quoi? Bah, comme disait Bertrand, de la veille, de la curiosité. Donc en fait, il faut beaucoup d'auto-formation, mais aussi, Christophe, peut-être se dire tous les ans ou tous les 2 ans, essayer de faire des formations courtes ou des bootcamps pour justement rajouter des cordes à son arc. C'est ça, finalement, la formation continue du chargé de com, chargé de marketing aujourd'hui? ouais, le secret, c'est continu. Mais en fait, au-delà des bootcamps qui sont toujours des moments intéressants quand on veut faire une pause dans son univers, quand on est un généraliste, ce qu'il faut entreprendre, c'est une formation quasiment quotidienne. C'est ce que j'appelle, moi, la curation, c'est-à-dire s'informer, se former au quotidien. Il y a tellement de choses de formation qu'en fait, on est un petit peu. C'est comme quand je vais au Club Med et que j'arrive devant le buffet. Ouais, j'ai envie de tout bouffer, quoi. Tu vois, j'ai envie de prendre plein de trucs. En fait, ce qu'il faut apprendre, alors que vous avez les entrées, les plats, etc., et finalement, vous finissez par juste un petit éclair au chocolat parce que, voilà. Donc, en fait, il y a aussi ce côté de dire, OK, j'ai envie de tout faire, mais il faut bien s'organiser. Et moi, je préfère plutôt d'avoir cette curation quotidienne ou régulière de manière. En fait, c'est la régularité qui compte dans ces différents métiers, dans l'augmentation de ces différents métiers, pour justement apprendre le sujet. On peut, en 24 heures ou 48 heures, découvrir quelque chose. On va le maîtriser au bout de 6 mois, d'une manière générale. Donc, en fait, ça demande du temps. Tu vois, par exemple, si j'en prends un exemple sur l'IA, sur les IA génératives, moi, je suis mort de faim jour et nuit sur Midjourney ou sur ChatGPT pour justement
aller pousser la machine jusqu'au bout, voir comment elle peut me servir sur le sujet. Donc, il y a cette formation continue qui est essentiellement importante pour des gens qui sont généralistes et qui veulent devenir se spécialiser, ou parce que derrière, dans leur entreprise, on leur demande « Ah, dis donc, j'ai vu que le GIA génératif, c'est vachement bien. Maintenant, vas-y. C'est pas parce que tu as accès à ChatGPT que ça y est, c'est le job is done. Il va falloir savoir écrire des prompts, c'est savoir écrire un brief. Et écrire un brief, comme je dis souvent dans la stratégie, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. D'accord. Bien briefé, bien expliqué. Et parfois même, qu'est-ce que c'est qu'un bon brief? Parfois, c'est juste, j'ai eu des briefs, c'est faites-moi une stratégie digitale. Ou alors, je me tapais un document de 50 pages qui m'expliquait tout dans le moindre détail. Bon, il y a un juste milieu à avoir entre les deux. Donc, il y a vraiment besoin aujourd'hui de s'affranchir au quotidien et en permanence. Donc, Alors, cette catégorie de métier dont on parle là, en fait, c'est celle qui est rangée dans la grande catégorie des chefs de projet digitaux. Donc, chef de projet digital, en fait, c'est pas un métier à proprement dit, c'est plutôt une non, c'est une catégorie de fonction. métier. Voilà, Non, c'est une c'est une fonction. fonction. C'est une C'est une fonction. fonction dans laquelle on va Oui. ranger différents titres de métiers donc qu'on a pu évoquer. Mais par exemple, on peut être chef de projet digital dans social media et on va être plutôt community manager, social media manager. Comment on peut être chef de projet digital au site web, donc en référencement naturel SEO. Ouais, mais tu vois, je citais aussi même les directeurs marketing. Aujourd'hui, une direction marketing ou un responsable marketing, il est obligé de traiter le digital, c'est le premier média Ouais. investi. Donc, en fait, aujourd'hui, les DIRCOM, les directeurs marketing, les directeurs de développement, les directeurs commerciaux, aujourd'hui, tu vois, une fonction de directeur commercial sans l'apanage des réseaux sociaux ou de ce qu'on peut y faire pour aller faire du scrapping ou pour faire du gros hacking, de la croissance rapide, bah, en fait, eux aussi doivent s'y mettre. Donc, en fait, il y a pas un métier. Donc, quand je dis généraliste, moi, la tendance, c'est vraiment ouvrir ce spectre-là sur des métiers qui vont devoir ou qui se sont déjà intéressés, mais qui vont être dans une quotidienneté plus forte. Donc, chef de projet digital, c'est donc une fonction, mais une catégorie de métiers qui, depuis maintenant 5 ans, figure dans le top 5 des métiers les plus recherchés par les entreprises. Et ça, c'est l'Observatoire des métiers dans les territoires qui nous le dit. C'est un organisme public, hein, on vous invite à aller regarder leurs différentes études. En fait, c'est des études dans chaque région française. Et puis ensuite, ils font une étude nationale. Et vous avez systématiquement chef de projet digital qui apparaît. Alors, ça dépend des régions, hein, on va dire de l'activité économique dans chaque région, mais c'est aux côtés, par exemple, de développeurs. Là. Développeur, c'est vrai que c'est vraiment le métier, ça fait maintenant 10 ans qu'il est le plus recherché, mais on est dans un métier très technique. Le pendant généraliste, c'est le chef de projet digital. Alors maintenant, Bertrand, si tu veux bien, on va en fait un peu plus se spécialiser et aller vers plutôt des métiers qui sont sur des verticales. Et donc là, si on devait donner des conseils, tu vois, sur, OK, on est en juillet 2023, quelles sont les verticales métiers, les spécialisations vers lesquelles il faut aller parce que c'est déjà en tension ou alors ça va exploser? C'est pas facile de répondre à cette question simplement. Tu as cité quelques éléments qui viennent de l'observatoire. Je suis d'accord que c'est intéressant de donner quelques éléments parce que ceux qui nous écoutent, ça peut les intéresser justement de faire ce que Christophe disait, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin par eux-mêmes pour aller chercher justement dans ces études, de voir un peu ce qu'il y a, etc. Moi, j'aime bien rappeler que grosso modo, il y a à peu près 800 à 900 000 emplois du digital par an. On est près du million de personnes qu'on recrute dans les métiers du digital par an. Ça, c'est une étude qui a été faite par l'Institut Montaigne. Je crois que c'est le chiffre exact, c'est 945 000. Et sur ces 945 000, je crois qu'il y a un peu plus de 10% qui ne trouvent pas d'emploi. Hein, c'est-à-dire qui ne trouvent pas la personne que l'entreprise cherche. Donc c'est pour rappeler ce qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, c'est que c'est un secteur en tension. Hein. En tension, ça veut dire que grosso modo, il y a plus d'entreprises qui cherchent que d'offres de la part des gens qui veulent travailler. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et quand on regarde ces métiers en tension, effectivement, ça nous donne ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les chefs de projet, les développeurs, ça c'est les choses connues. Et si on essaie de se projeter, je crois que c'était le sens de ta question, si on essaie de regarder un peu plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, donc comment je me prépare à mon futur métier dans 2 ans ou à mon futur métier dans 5 ans, moi je pense que le sujet reste comment je gère la data. C'est-à-dire comment je suis capable, dans mon métier,
de passer d'un fichier Excel dont on parlait tout à l'heure à une gestion avec des données beaucoup plus importantes, du Python, du SQL, qui sont des langages qui permettent d'aller plus loin, et comment je passe de une interprétation avec un petit tableau sur Excel à de la vraie data visualisation. Je suis persuadé que c'est encore une lame de fond qui est en route là, parce qu'on a toujours besoin, quelle que soit la taille des entreprises, il y a des entreprises qui sont déjà en avance là-dessus, mais il y en a encore énormément qui ont beaucoup de retard. Hein, et donc, comment je fais pour collecter la data, comment je fais pour la rendre intelligible, comment je fais pour qu'elle soit utilisable pour, disons, mon comité de direction, mon patron, ce que vous voulez, celui qui va prendre la décision, si c'est pas moi qui la prends, et comment je développe mon activité grâce à ça. Donc ça me semble le premier sujet, et ça revient dans quasiment toutes les interviews qu'on a fait ces 6 derniers mois dans le podcast. On retrouve cette idée de mieux gérer la data. Et donc, pour revenir sur ce qu'évoquait tout à l'heure Christophe, sur comment je continue à me former moi-même, bah là, il y a beaucoup de choses en ligne, hein. Il y a énormément de choses pour pouvoir apprendre par soi-même à gérer cette data. Ça peut être des certifications professionnelles. Il y a pas mal de choses qui sont proposées gratuitement par Google, par exemple. Il y a aussi des choses qui sont possibles de continuer à apprendre par soi-même sur ces sujets-là. Je crois que en tout cas, moi, c'est ce que je mettrais en numéro un si on veut se projeter dans les 3 à 5 ans. Si on veut aller un peu plus loin, je sais pas si c'est le sens de ta question, mais si tu me laisses encore quelques secondes pour dire ça, évidemment, l'intelligence artificielle va devenir un élément important. Hein, c'est sûr que on aura besoin d'être, disons, habile avec ces sujets-là pour pouvoir gérer cette data et puis gérer d'autres choses. Ce que disait tout à l'heure Christophe, hein, gérer du texte grâce à l'intelligence artificielle, gérer de l'image grâce à l'intelligence artificielle, mais évidemment gérer aussi de la donnée. Pour effectivement compléter avec des intitulés de métier que très certainement parmi les gens qui nous regardent ou nous écoutent ont entendu parler. Donc, traffic manager, dans le traffic management, c'est gérer toutes les sources, enfin, tous les canaux qui permettent donc d'amener du trafic vers un site, vers une boutique en ligne, vers une app. Bon, ben, toutes les entreprises n'ont pas de traffic manager, puisque Christophe le disait tout à l'heure sur le stretching, hein, ça dépend bien sûr de la taille de l'organisation, mais quand vous êtes une petite poche, une petite PME, et que votre activité principale n'est pas, par exemple, d'avoir un site e-commerce, bon, ben, vous n'avez pas beaucoup d'intérêt à avoir un traffic manager dédié. En revanche, vous aurez très certainement quelqu'un qui, dans votre équipe, ou vous-même, fera du traffic management. Donc, ça sera plutôt un des piliers au sein des métiers, plutôt que d'être un métier lui-même. On a également le cas avec, tu l'as dit Christophe, le growth hacking. Bon, mais growth hacker, on a effectivement des startups qui vont avoir des growth hackers, et ça va être leur vertical métier parce que la startup est dans un moment où elle doit acquérir beaucoup d'utilisateurs, mais toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin d'avoir des growth hackers. Par contre, elles ont peut-être besoin d'utiliser des outils, des techniques de growth hacking. Donc là, c'est peut-être ça aussi qu'on peut dire, hein, donc à nos participants. Louis, si tu me permets, Bien tu sûr, vois, vas-y sur Bertrand. ces deux exemples-là, Traffic Manager, bah forcément, plus la taille de l'entreprise, plus les actions qu'on va mener vont devenir importantes, plus il va falloir gérer des quantités de données importantes, d'accord? Et si tu reprends le deuxième exemple que tu citais de gros hacking, bon bah c'est pareil. Gros hacker, ça veut dire aller chercher plein d'informations sur ses concurrents, sur l'organisation de son métier, essayer d'aller chercher, pourquoi pas, des prospects, etc. Bon, tout ça, ça fait là aussi une gestion de données. Donc on en revient toujours un peu à cette idée que quel que soit le métier, on va être obligé d'avoir une quantité de données importante à gérer. Alors, justement, Bertrand, une question pour toi dans le chat. On parle de quel métier exactement pour la gestion de la data? J'ai envie de dire, c'est le premier niveau, c'est-à-dire le data analyst, hein. C'est ça, Exactement. Bertrand? Exactement. Le data analyst, c'est le premier niveau. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va effectivement être capable de gérer des quantités de données importantes, qui est pas un ingénieur, hein, clairement. C'est pas quelqu'un qui a un background d'ingénieur. C'est quelqu'un qui est capable de gérer beaucoup de données. On a dans mon diplôme d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure, hein, le DMDA, on a pas mal de data scientists qui sortent de ce diplôme et qui ont une belle carrière,
qui ont fait déjà souvent d'ailleurs ce métier-là en alternance. Hein. Il y a pas mal d'étudiants en alternance dans mon Ah, diplôme. attends, toi, Bertrand, donc en fait, là, tu parles de data scientist, c'est-à-dire plutôt des profils Non, data d'ingénieurs. analyst, data Ah, data analyst. analyst, hein, Attention. d'accord. Non, mais Excuse-moi, j'ai peut-être fourché, mais ok, data c'est ça. analyst. Donc là, toi, Ouais, tu formes des data analysts, hein. exactement, Voilà. exactement. Donc ça veut dire que là, on est sur des gens qui sont capables de gérer de la donnée, qui sont capables d'aller assez loin, qui sont capables d'utiliser les langages dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de dépasser la dizaine de milliers de lignes d'un tableur Excel pour aller plus loin et gérer des centaines de milliers de données, des millions de données avec d'autres outils. Donc ça peut être du Python ou du SQL pour essayer d'aller beaucoup plus loin dans la gestion de la donnée. Donc là, on est vraiment sur des spécialistes qui vont être capables à la fois de collecter cette donnée, nettoyer cette donnée. Il y a souvent des gros sujets autour de la qualité de la donnée, hein, donc être capable de faire le tri entre les données qui sont intéressantes et celles qui ne le sont pas. Et puis après, d'exploiter cette donnée, de la rendre intelligible, encore une fois, pourquoi pas d'aller jusqu'à de la visualisation de données. Donc là, Ouais. c'est vraiment pour moi Donc le premier niveau. toi, Bertrand, tu formes des data analysts. Et nous, Christophe, donc à l'IM et moi chez De Vinci Executive Education au BMC-MCI, on intègre la data dans nos cursus, mais on ne fait pas des spécialistes de la data. On fait plutôt des généralistes qui sont capables de faire de la data. Christophe. Moi, je fais aussi du data analyst, mais on forme aussi là-dessus. La différence entre data scientist et data analyst, parce qu'il y a souvent une confusion dans ces deux métiers, je vais l'expliquer très simplement, c'est les maths. En fait, un data scientist, il y a une dimension mathématique obligatoire quasiment, ce qui fait que souvent, c'est des profils plutôt ingénieurs ou statisticiens, Oui. puisqu'ils sont censés analyser, comme on dit dans le jargon, cruncher la donnée, l'organiser, la structurer, faire en sorte qu'elle soit lisible, d'accord. Et ensuite, le web analyst, c'est celui qui va porter son œil sur l'analyse. Donc finalement, si je remets au regard de ce qu'on faisait il y a 50 ans, on avait des chargés d'études en marketing, ils faisaient déjà l'analyse, ils allaient interviewer des gens sur le terrain, ils allaient récupérer de l'information. Aujourd'hui, on récupère l'information du web, du digital, du comportement, mais on tient compte aussi de tous les autres aspects du marketing classique, parce que ça fait partie des éléments. Et le web analyst, il a une vision assez holistique finalement de l'ensemble des leviers et des comportements de ses clients, de ses futurs clients. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Donc, c'est indissociable finalement. Il y a donc tout métier, par exemple, je prends le métier de social media manager ou community manager, il y a une partie d'analytique derrière. Une partie d'analytique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comprendre l'interaction des gens, pourquoi les gens répondent bien, c'est quoi les réputations d'une marque, qui est un des gros sujets quand même de notre de ce métier, voilà, ça fait partie de l'analyse. On ne demande pas simplement de répondre aux commentaires sur X ou LinkedIn, etc. Donc, il y a vraiment un sujet dans entre l'analyse, la réflexion et l'action. Donc, ça, c'est vraiment super important. Dans tous les métiers, finalement, il y a ça. Donc, je prends par exemple la partie search, tu parlais SEO, tous ceux qui font le référencement organique. Aujourd'hui, il y a une grosse partie analytique autour des données du site web, qui fréquentent, etc. Une partie Les gens, audit. oui, partie audit, forcément, qui est quasiment intrinsèque. Et ensuite, comment j'améliore le système? Et tu vois, un SEO spécialiste, c'est quelqu'un qui va comprendre à la fois la technique, mais surtout, et de plus en plus, comprendre quel contenu pour pouvoir attirer du monde sur le site. Donc, et pas que du texte, c'est de l'audio, c'est de la vidéo, et c'est même les trois même en même temps. Ça peut être demain la VR, etc. Donc, en fait, un SEO spécialiste va s'ouvrir sur de plus en plus des métiers liés à la production de contenu, de ce que tu appelais le content management, c'est-à-dire la gestion de ces contenus-là, comment je les organise pour être le plus visible finalement sur Internet. Et là, on fait la stratégie. C'est ça la stratégie. Ça fait partie de la stratégie. Effectivement, la stratégie consiste à définir des règles en fonction d'une concurrence, en fonction d'une cible. Donc, quels sont les gens que je veux toucher et comment j'y arrive par rapport à le marché que je veux attaquer, qu'il soit nouveau ou qu'il soit historiquement présent. Donc, on voit pas mal de choses. Ça, c'est de la stratégie, mais il n'y a pas que ça, hein. Après, on passe sur la partie paid, achat d'espace, où là, effectivement, les plus grosses boîtes le font, mais aujourd'hui, Google Ads est accessible au boucher du coin, à la mercerie du coin, donc ça, c'est pas un problème. Après, est-ce que c'est leur vrai métier? Non, quand je suis boucher, je vends de la viande, donc en fait, ça va m'intéresser. En revanche, j'aime bien que de nouveaux clients viennent par ces différents canaux, parce que ça fait partie de la réputation d'une marque. Aujourd'hui, le boucher du coin, il a besoin d'avoir cette réputation au coin de la rue, mais également sur les réseaux sociaux. Donc ça fait partie aussi de cette logique-là. Donc c'est vrai que ces métiers-là sont en train de s'élargir aussi, s'évaser, mais la base reste la même. Pour moi, un web analytics, ça reste un chargé d'études,
Pardon si je reprends un vieux métier, mais ça reste quelque chose qui a évolué avec les outils finalement. Donc, Merci Christophe. On arrive donc à la conclusion de notre conférence et ça tombe bien parce qu'on a une question dans le chat qui va nous servir justement à faire cette conclusion. La question c'est est-ce que pour les TPE et les PME, ces métiers sont onéreux en termes d'investissement salarial? Alors, pour te répondre, on va te dire qu'en fait, euh, tu poses la question de l'internalisation. En fait, tu dis, est-ce que aujourd'hui le marché, en tout cas les entreprises, sont suffisamment mûres pour se dire, on a un besoin identifié et donc on va recruter en interne, on va salarier quelqu'un pour faire cette fonction. Christophe et Bertrand, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Je pense qu'on n'est pas encore là, en tout cas pour les TPE, PME, et que là, pour l'instant, on est plutôt sur un besoin identifié et sur comment on va pouvoir trouver une solution, on va pouvoir trouver la réponse le plus facilement et bien sûr le moins cher possible. C'est l'externalisation. Et l'externalisation, c'est quoi? Ce sont les agences. Alors, les agences, bien sûr, de toutes les tailles. J'intègre également dans ce côté prestation les freelances, parce on assiste également à une explosion des freelances dans le métier du marketing digital. Parce que ça. Ouais, non, mais bien sûr, Christophe. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal. On dit juste qu'en tout cas, le fait qu'il y ait beaucoup de freelance et aussi beaucoup d'agences, c'est-à-dire que ça répond à ses besoins. Christophe le disait tout à l'heure, il y a d'énormes besoins de la part des TPE, PME, mais même aussi des grands groupes. Et la meilleure façon d'y répondre le plus rapidement possible et on va dire le moins cher possible à court terme, c'est de faire appel à l'externalisation. Donc, le conseil qu'on peut donner à ceux qui souhaitent se lancer, c'est peut-être aussi de commencer en tant que freelance ou de se dire peut-être d'être un peu slasher, tu vois, d'avoir peut-être une activité salariée et puis à côté de faire du freelance, on le voit également beaucoup, sachant qu'il n'y a pas de… les frontières sont très poreuses. C'est-à-dire que finalement, on peut être salarié et puis ensuite revenir freelance et puis ensuite redevenir salarié. C'est aussi une façon, on va dire, d'être dynamique dans ce marché. Bertrand, tu nous en parleras pour ta propre conclusion autour du podcast parce que c'est ce que tu vois aussi dans les gens que tu interviews, dans les métiers que tu décryptes. Tu as à la fois des gens qui sont chez l'annonceur, enfin qui sont en entreprise, mais aussi freelance. Et d'ailleurs, dans leur propre parcours, ils ont souvent fait les deux. Si je peux me permettre, Bien Louis, sûr, Christophe, vas-y, il y évidemment. a un point sur lequel tu as relevé par rapport à l'internalisation. Quand est-ce que je suis en capacité Oui. d'internaliser par rapport à de faire appel à un prestataire? En fait, il y a un sujet qui est, c'est juste une question d'échelle. En fait, je vais vous prendre un exemple. Dans le secteur du voyage, aujourd'hui, c'est un secteur qui est très mature sur le digital depuis des années. Moi, quand j'étais en agence, en fait, on faisait la prestation de positionnement sur les moteurs de recherche, type Google et compagnie, pour des grandes compagnies que je ne vais pas citer ici, type Expedia, etc. Et en fait, ces boîtes-là ont totalement et assez rapidement internalisé toutes les fonctions liées au référencement payant et organique. Pourquoi? Parce que c'était une majeure partie de leur trafic Bien sûr. et que c'était leur business, c'était intrinsèque à leur business. Le trafic, plus j'avais de monde qui venait sur mon site, plus j'étais en capacité de transformer. Donc, en fait, c'est une question de taille. Si demain, par exemple, tu vois, c'est Procter & Gamble qui aujourd'hui, dans le monde entier, a décidé d'internaliser tout ce qu'on appelle l'achat programmatique. En 2 mots, c'est l'achat automatisé aux De enchères. publicité en ligne. Voilà, de Publicité en ligne, on achète comme à la bourse des espaces publicitaires. Donc, c'est un vrai métier de trader. Ça, aujourd'hui, ils l'internalisent. Pourquoi ils le font? Ils ne le font pas parce que ça leur fait plaisir. Ils le font parce que c'est une réalité économique, parce que ça leur permet de mieux toucher les gens, de mieux cibler les différentes populations au regard de l'ensemble du spectre des produits qu'ils ont à vendre auprès des grands consommateurs. Donc, en fait, c'est juste une question de taille et d'échelle. Donc, dans une entreprise, si demain, même une TPE-PME, le sujet des réseaux sociaux est quelque chose de stratégique dans le business de l'entreprise, la logique de l'internalisation va de fait. D'accord? Si c'est aujourd'hui juste un élément parmi tant d'autres, la logique de la prestation peut s'imposer soit à travers un freelance, soit à travers un prestataire. Moi, c'est comme ça que je veux y répondre Alors, par rapport à ta Christophe, question. on a justement donc c'est Karine qui nous a posé la question dans le chat et qui rajoute le souci avec les dirigeants donc des TPE PME ne connaissent pas forcément ces métiers, ils ne Oui. savent pas comment s'orienter malgré le podcast vraiment bien de Bertrand. Je lis C'est je gentil, lis la Karine, question. merci beaucoup. Et donc, ce qu'on peut te dire, Karine, c'est qu'en fait, il ne faut pas leur parler métier, il faut leur parler besoin.
Donc effectivement, Exactement. ils connaissent pas le métier, mais derrière, si tu analyses, en tout cas tu fais un peu de maïeutique pour savoir en fait quels sont leurs besoins en termes de business, tu verras que derrière, tu pourras raccrocher les métiers ou en tout cas les fonctions. Bertrand. Ouais, moi, je voudrais ajouter quelque chose, notamment par rapport à la question de Karine, mais plus généralement à ce qu'on évoque sur les PME. On a fait très récemment une interview d'Anne-Sophie Lebras, qui est dans le podcast, qui est la directrice des ateliers Google du numérique. Hein. Donc, c'est une émanation de Google qui forme au métier du numérique et qui forme de façon un peu pratique sur certains sujets. Il y a des certifications, il y a des webinars qui sont organisés par Google, il y a même... On peut dire que c'est la plateforme d'e-learning gratuite de Google. exactement. Et elle est même un peu plus... On peut même aller un peu plus loin parce que moi j'ai découvert des choses que je connaissais pas dans cette interview. C'est qu'ils sont aussi présents dans plusieurs villes de province et ils ont développé des vannes Google. Alors ça, j'avoue que j'ai découvert ça avec beaucoup d'étonnement, mais grosso modo, des petites camionnettes comme si on faisait un food truck et qui se déplacent dans les campagnes. Ils en ont 5 ou 6, je crois, dans toutes les campagnes. Et c'est assez amusant. Ils vont voir les gens, effectivement, on rejoint la question des PME, la boulangerie du coin, l'artisan, le réparateur de vélo, voilà, tous ces petits métiers, effectivement, qu'évoquait Karine dans sa question, qui sont des petites entreprises qui ont quand même besoin d'être présent sur le digital, d'avoir un site, d'avoir une page Google My Business par exemple, d'avoir une activité de e-commerce, une activité de drive, voilà. Donc ça, moi je trouve que c'est une bonne réponse aux questions qu'on peut se poser, parce que c'est vrai qu'on va pas mettre un traffic manager dans une PME si on prend l'exemple d'une boulangerie ou d'un petit réparateur de vélo. Par contre, on peut très bien avoir une partie du temps consacré à ça, je sais pas quoi, 1 heure ou 2 heures par semaine pour régler cette question, pour mettre en avant la page entreprise sur Internet. Et les ateliers Google du numérique sont vraiment une bonne réponse, je trouve. Et j'ai été épaté de savoir qu'ils formaient près de 100 000 personnes par an. Voilà, je vous engage, si ça vous intéresse, d'aller un peu plus loin sur ce sujet, écoutez l'interview de Anne-Sophie Labraz qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour l'interviewer et répondre aux questions sur les ateliers Google. Franchement, c'est vraiment utile et je crois que c'est une bonne réponse aux questions qu'on peut se poser sur les PME. Merci Bertrand. Bon, en synthèse, les 3 points, voilà les 3 points de cette masterclass. Le premier, donc, c'est sur les métiers dits généralistes, hein, de la communication, du marketing, de l'e-commerce. Donc, il n'y a pas fondamentalement de nouveaux métiers qui apparaissent, mais plutôt des transformations à l'intérieur de ces métiers. Le mantra, hein, on va dire, de cette évolution, c'est le test and learn, hein, comme Bertrand et Christophe l'ont bien expliqué. Oui, bien sûr, avoir la curiosité, faire de la curation autour des nouveaux outils, des nouvelles techniques, et puis aussi essayer de s'aménager du temps pour s'auto-former. Alors ça peut être un petit peu tous les jours, en tout cas de manière la plus régulière, pour faire des e-learning, pour faire des petites formations. On va dire peut-être le stade au-dessus, c'est de faire des bootcamps, des formations peut-être un petit peu plus longues. Il y a différentes méthodes de financement, hein, qui existent, notamment le CPF en France, le compte personnel formation, qui peut aider. Et puis, on va dire le stade ultime, c'est vraiment se dire, bon, bah là, j'ai besoin que plus d'une mise à jour, je viens de prendre vraiment de l'avance. Et là, effectivement, peut-être se dire, bah, je vais faire une formation sur 6 mois, sur un an, type Executive Education, ce qu'on fait nous au sein du MBMCI, mais on peut également aller voir du côté de l'IM et de l'EMLV ce qui se passe. Le deuxième point, c'est sur les métiers plus spécialisés. En fait, ces métiers plus spécialisés, on les retrouve chez certains types d'acteurs. Donc, on parlait de gros hackers, on parlait de traffic manager, on parlait de campaign manager, hein, sur la publicité digitale. Bon, mais là, ça dépend en tout cas du type d'entreprise, de sa taille, de son activité. Si évidemment, vous êtes autour d'une entreprise dont l'activité principale est de gérer une boutique en ligne ou en tout cas une plateforme en ligne, bah, évidemment que vous trouverez ces métiers spécialisés qui seront vos fonctions au sein de ces entreprises. Et troisième point, on va dire, c'est l'internalisation, externalisation. Les grandes boîtes, d'une façon générale, recrutent en interne pour leurs propres équipes. Et puis en dessous, on est encore beaucoup sur de la prestation, donc faire appel à du freelance, à faire appel à des agences. Ça ne veut pas dire que le marché n'est pas mûr, ça veut juste dire qu'en tout cas, pour l'instant, ça répond à ses besoins. Et peut-être que
après avoir en tout cas été acculturé et d'avoir apprécié les apports de ces prestations externes, eh ben, les dirigeants et dirigeantes de ces entreprises décideront d'internaliser. Mais bon, c'est quelque chose que vous, Christophe et Bertrand, avez vu ces 30 dernières années. Il y a toujours des allers-retours entre internalisation et externalisation. Il n'y a pas de vérité absolue. Tout à fait. Christophe, Oui. ta conclusion donc, sur toi, tes formations. Donc, on l'a dit, hein, tu vas de la première à la cinquième année, tu es sur de la formation initiale, donc sur donc des bacheliers pour l'année 1, mais ensuite en master, hein, année 4, année 5, tu es en alternance. Dès l'année 3, on est en alternance. On est en Alors, alternance dès la c'est troisième ça. année. Et on peut te rejoindre, quel que soit son niveau d'études. C'est par exemple, imaginons, moi j'ai fait une licence, tu vois, à la fac, et maintenant Oui. j'aimerais être sur une formation peut-être plus professionnalisante. On peut te rejoindre. Oui, tout à fait. Le MCD, Marketing Communication Digitale, est ouvert là-dessus, c'est-à-dire qu'on reprend les bases, les fondamentaux, et ensuite on essaie d'amener les étudiants dans un cadre de professionnalisation. On a ouvert, toi, le master l'année dernière, ça marche bien, et les étudiants commencent à avoir un niveau très intéressant déjà au bout d'un an. Donc, leur deuxième année, généralement, là, ils y vont à fond. Donc, il y a ça, effectivement, quel que soit le niveau. En fait, il ne faut pas se poser la question, est-ce que je suis doué ou pas doué sur le sujet? Il faut se poser la question, est-ce que j'ai envie ou pas envie? Donc, il y a une question de motivation, ça, c'est certain. Je pense que c'est la première clé de toute formation, quelle qu'elle soit, de tout apprentissage, c'est avoir en plus qu'envie. C'est être mort de faim. Je vais être encore un peu, un peu. Bah oui, faut avoir vraiment, ces métiers, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui vont se positionner sur ces différents métiers. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser du buzzword par rapport à ça autour de l'IA. OK, très bien, mais il y a ceux qui en parlent et ceux qui font. Nous, on est plutôt côté doueur, c'est vraiment ce côté, c'est-à-dire on fait, on se perfectionne, on est des tueurs sur le sujet. Quand on arrive sur le marché, on fait la différence de par la qualité de la prestation que les étudiants sont capables de réaliser en fin Ouais, de master. toi, Christophe, c'est learning by doing et tu formes des bons, voire des très bons praticiens. C'est exactement. Parce que moi, je reste persuadé, pour avoir été dirigeant dans pas mal de boîtes, je cherche des gens qui savent faire, qui ont envie et qui sont capables de s'intégrer. Donc, ce que disait Bertrand sur les soft skills, c'est essentiel, mais ça, à la limite, on l'apprend aussi à l'école. Mais vraiment, le côté doueur, c'est vraiment l'axe majeur. C'est-à-dire, vous avez envie de faire, vous voulez passer à des choses concrètes. Ben, c'est clair que dans les formations qu'on dispense, on est vraiment sur ce credo-là. Rentrée en septembre? Rentrée 4 octobre 4 octobre, pour les masters, sur les 3 masters, ou 2 octobre, pardon, c'est le lundi, début octobre. début octobre, et puis Les début recrutements sont en septembre, cours? Ça se passe sur le site internet de l'IM, c'est ça? ça se passe sur le site de l'IM, bien sûr. Il y en a encore. Il y a encore de la place, donc allez-y. Et les promos, nous, comme on est doueurs, on fait des promos avec des classes relativement légères. On n'est pas 50 étudiants dans une classe, une promo, parce que ça, c'est quelque chose qui est antinomique avec la pratique. Donc voilà, donc c'est oui, dans ces zones-là, c'est encore Parfait. ouvert. Merci, Christophe. Bertrand, alors, au choix, tu nous parles peut-être un peu de ta formation à Ben oui, l'EMLV avec l'IM, forcément, et puis ensuite de ton podcast, parce qu'on attend forcément. impatiemment que tu nous expliques le gagne-pain. C'est gentil, c'est gentil de me laisser la parole sur ces deux sujets. Donc, Digital Marketing et Data Analytics, donc le master, le double diplôme de l'EMLV et de l'IM, donc quatrième année, cinquième année. Malheureusement, les inscriptions sont closes, donc il n'y a plus de place pour septembre. Il y aura de la place pour l'année prochaine, avec grand plaisir pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, soit en Oui, parce que formation initiale. ta rentrée, c'est septembre, hein. Ma rentrée en formation initiale, c'est début septembre. Donc Oui, formation initiale, c'est pour ceux qui font 6 mois d'école et 6 mois de stage, en quatrième et en cinquième année. Et l'alternance, c'est fin septembre, je crois que c'est aux alentours du 24 septembre. d'accord. Et effectivement, là, c'est 3 semaines en entreprise, une semaine à l'école pendant 2 ans. Donc ça, c'est pour la partie digital marketing et data analytics. Je serais ravi de répondre à vos questions directement, mais malheureusement pas pour cette année, parce qu'on a déjà clôturé les inscriptions. Le podcast, donc j'ai mis un petit lien, je me suis permis de mettre un lien dans la conversation si vous voulez retrouver tous les épisodes, mais effectivement, vous pouvez détailler ce qu'on a dit sur les Google Ateliers du numérique. Je pense que vraiment, c'est peut-être le premier épisode qu'il faudrait écouter si ça vous intéresse. Il y a plein de petits trucs, plein de petites choses gratuites qui sont proposées par Google. Donc
Merci beaucoup Bertrand et donc je vais conclure pour ma part sur le MBA MCI, donc le MBA Marketing Digital de Vinci Executive Education. Donc nous, notre rentrée, elle est en octobre. On a 2 rentrées, une rentrée le 16 octobre et puis une rentrée également en février. On est en format part-time, donc 1 semaine de cours par mois pendant 1 an. Et donc en parallèle de votre formation part-time, vous avez une thèse professionnelle à réaliser, parce que qui dit formation d'excellence dit livrable d'excellence. Bertrand et Christophe le savent bien, parce que ils assistent à des jurys de soutenance de nos apprenants, et on s'adresse plutôt effectivement donc à Exec Education, donc des professionnels en activité, ou alors ça nous arrive de prendre des étudiants en formation initiale, mais comme le disait Christophe, qui ont vraiment faim, et avoir vraiment faim dans nos métiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un projet professionnel. C'est pas juste on voit la lumière, c'est on a déjà une projection sur des métiers, des secteurs et un plan, un début de plan de carrière, parce qu'on sait pourquoi on est là et on a envie de se former. Donc là aussi, on sera je serai ravi de pouvoir vous en dire plus. Les inscriptions sont toujours ouvertes. On a encore un petit peu de place sur la promo d'octobre. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On a passé une petite heure ensemble. On espère que vous avez pris du plaisir, que vous avez pris des choses avec nous. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup pris avec vous, Bertrand et Christophe. Et donc, je vous remercie une nouvelle fois Merci Louis. de vous Merci être Louis. libérés. Et donc, à très bientôt Merci sur Émilie pour les avoir tout internets. organisé. Sur les internets et en musique, s'il vous plaît. Ah, Eh ben ouais. Au revoir à tous. Merci. Salut, merci. merci Christophe, merci Louis, merci Émilie, à bientôt.